La culture, c'est l'un des piliers d'un État. Aujourd'hui, dans votre podcast Une histoire inspirante, on reçoit Déborah Camara. Déborah Camara, elle est entrepreneure. Elle a vécu en France avant de s'installer au Brésil. Et aujourd'hui, elle a décidé de rentrer en Guinée pour initier un festival. Un festival qu'elle a appelé le Cosmo Festival. C'est un mélange où elle fait la promotion de la culture brésilienne et guinéenne. Elle est avec nous pour nous raconter son parcours. Pour découvrir tout ça, on se dit à tout de suite dans votre podcast Une histoire inspirante. Le podcast où on vous raconte l'histoire de personnalités inspirantes. Sur le chemin de la réussite, chaque individu rencontre des moments d'incertitude, de crainte, de difficulté, de moments de doute et de nuits sans sommeil. Cependant, au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir émerge. Une lueur portée par ceux qui ont osé persévérer et bâti quelque chose de solide. Dans cette émission, nous vous dévoilerons des histoires inspirantes de personnes exceptionnelles. Attachez vos ceintures et suivez-nous. Bonjour Déborah, comment est-ce que tu vas? Bonjour, je vais plutôt bien. C'est un peu tendu avec l'organisation de ton événement? Du Cosmo Festival, on va dire oui et non parce que le plus gros est déjà fait. Mais comme en termes d'événementiel, on ne sait jamais. C'est le terrain qui commande, donc on va voir. Ok. Du coup, bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup. Tu as un parcours assez chargé. Aujourd'hui, on va essayer de le raconter un peu à nos auditeurs pour qu'ils puissent découvrir un peu ce que tu fais. Ici, c'est un podcast où on invite des gens comme toi qui ont un parcours inspirant. L'objectif, c'est que d'autres s'inspirent de ton parcours et que pour d'autres, ça soit des conseils ou une source de motivation pour tout ce qu'ils font dans leur vie. Du coup, toi, tu es entrepreneur en Guinée. Exactement. Tu as vécu en France et au Brésil. Tu es très proche de la culture brésilienne. Et maintenant, tu es rentré en Guinée pour entreprendre. Exactement. Du coup, moi j'aime bien voir la finalité de ce que tu as pu faire, mais l'objectif c'est qu'on comprenne comment tu en es arrivé jusqu'à là. Du coup, ma première question, moi, c'est dans quel environnement familial est-ce que tu as grandi? Un environnement familial normal, je dirais. Moi, j'appartiens à une sororité de quatre filles. Je suis la troisième, un papa et une maman. Bon, avec des cousins, des cousines, une famille africaine normale. Donc, je suis par contre une fille à papa. Une fille à papa totalement. Et donc, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai grandi. Je dirais tout était normal. T'as grandi à Conakry? J'ai grandi à Conakry. C'était comment de grandir à Conakry pendant ton enfance, toi? Grandir à Conakry, je dirais que j'ai des souvenirs assez sympas. Surtout comment dirais-je, du cursus scolaire, parce qu'il faut savoir que chaque Conakryka a vécu une histoire avec son école en question. Peu importe l'école, le milieu, mais tu y es attaché. Donc c'était assez sympa et le cursus scolaire, les amis, la famille, ainsi de suite. Toi, tu viens de quel quartier de Conakry? Taouya. Ok, t'as grandi là-bas? Né, grandi. Jusque-là, j'y suis. 33 ans à Taouya. Ok. Ça fait beaucoup. C'est vrai. Et au niveau du parcours scolaire, toi, t'étais quel type d'élève? Le type d'élève que tu n'allais pas aimer. Moi, en fait, côté collège, primaire collège, j'étais très timide, très bonne élève, toujours devant la classe. Tu vois, les élèves un peu, les chouchous des profs, mais qui font chier un peu les autres. Voilà, c'était ça. Et puis après, lycée, je suis devenue un peu rebelle, je me suis découverte, voilà. Je suis devenue extravertie. Ça a continué jusqu'à l'université. Une certaine partie. T'as étudié quoi exactement? Ou à l'université? Ouais, même au lycée même. Au lycée, j'ai fait... Comment on appelle ça ici? Sciences sociales? Voilà, j'allais dire lettres. Sciences sociales. Moi, j'ai fait les sciences sociales au lycée parce que je suis une femme de lettres. Je me définis comme femme de lettres. Mais j'ai une question. Pourquoi en Guinée, tout le monde fait sciences sociales? Alors qu'au final, moi, la plupart de ceux qui ressortent de ce cursus-là, après, il n'y a pas de travail en Guinée. Tout le monde fait sciences sociales parce que dans le commun, dans la pensée commune guinéenne, les lettres sont plus faciles que les maths. Okay. Et je me dis que ce n'est pas du tout le cas. Alors là, pas du tout. Donc, la majorité se tourne vers les lettres, sciences sociales. Puis cette majorité, là, se retrouve sans travail ou avec des débouchés qui n'embauchent pas forcément. Ok. Ou ils se retrouvent à faire ce qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont appris à l'école. Exactement. C'est dommage. Dommage. Oui, c'est le mot de le dire, c'est dommage, mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus essayer de mieux orienter les élèves.
Et beaucoup plus, voilà, travailler les options, les orientations dans les écoles après le baccalauréat. Et surtout apprendre aux élèves là où il y a le plus de demandes sur le marché du travail. Parce que je pense que ce type de système-là n'existe qu'il y a que quelques années ou voire quelques mois. Il n'est pas encore développé, mais je pense qu'on doit le faire. Parce qu'on doit savoir ce qui est bénéfique pour nous. Et surtout, déjà, nos propres capacités, on doit les connaître. Par exemple, si toi, tu as des aptitudes on va dire, en maths, mais que tu as peur du social, ou que déjà tes parents te disent, oui, les maths, c'est difficile, mais toi, tu sais que tu peux le faire. Qu'on t'encourage déjà à y aller, qu'on te laisse libre choix de le faire, peut-être que ça peut donner quelque chose. Donc, quand on a connaissance de ces aptitudes, je pense que c'est un plus. C'est vrai. Et du coup, à l'université, tu as fait quoi ? À l'université, je suis juriste. Okay. Licence en droit privé, oui. Et tu fais plus du tout de droit maintenant ? Non, sauf quand j'ai des litiges. Ça te sert ? Quand je suis censée me sortir des problèmes, oui, ça me sert beaucoup. Pour tes propres problèmes ? Oui, parce que je retiens beaucoup de choses, donc il y a des notions qui me reviennent facilement. Je me dis, là, non. Mais du coup, quand tu as eu ton diplôme, tu as directement arrêté ? Le droit ? Oui. Non, j'ai pas directement arrêté. J'ai eu à faire un stage. Okay. Un stage dans un cabinet privé de Marie Tavial à Nice, Sophia Antipolis, dans le sud de la France. Donc, c'est après ça que je me suis un peu intéressée à la culture brésilienne. Parce qu'il faut savoir que dans le sud de la France imite un peu la ville de Rio de Janeiro. Donc, il y a des carnavals dans le sud de la France, un peu partout, Monaco, Nice. Et donc, tu as beaucoup de troupes brésiliennes. Ok. Et pour moi, c'était un mythe. C'était un mythe. J'ai toujours aimé la danse, la culture. Je me suis dit, quand je voyais les filles danser, je me suis dit, il faut que je le fasse. Ok. Et donc, mais du coup, dès que tu as eu ton diplôme, après, tu as fait ton stage, et le droit, tu t'es rendu compte que c'était pas fait pour toi, ou pourquoi tu n'as pas continué ? Mais à la base, le droit, je savais que c'était pas fait pour moi. C'était pas fait pour moi. Parce que ce que j'ai oublié de dire, après le bac ici, j'ai été boursière, j'ai été orientée à l'UNC. Ok. UNC Nango Conakry. J'ai fait 1 année de droit là-bas. Ok. Et après, j'ai eu la facilité d'aller en France. Ok. À la base, moi, j'ai toujours voulu faire de l'anthropologie. Voilà. L'étude des hommes, des cultures, et ainsi de suite. De leur naissance à leur extinction. Mais comme tu l'as dit, dans le commun de l'esprit, il fallait faire quelque chose qu'on connaît, qu'on a tous entendu parler. Oui, tel oncle a fait le droit, donc je vais le faire. Mais j'ai jamais voulu faire le droit et ça ne m'intéressait pas tant que ça. La preuve est que la plupart de mes résultats en droit, on va dire, n'étaient pas fameux, ils étaient passables. Mais les matières historiques en droit, j'avais de super bonnes notes. Donc j'étais faite pour ça. Donc c'est un peu ça. Malgré ça, tu as réussi quand même à avoir ton diplôme. Oui. Et à continuer. Et du coup, parce qu'on a un peu sauté les étapes, tu t'es retrouvé en France. Comment tu as fait pour aller en France ? C'était avant l'université ? Non, c'est là-bas que j'ai fait. Université, première année Nango Conakry, ici, après le bac. Puis après, je suis allée en France. Okay. La France, c'était Campus France. Campus France, le cursus normal. J'ai eu l'inscription pour la faculté. Je crois que j'avais 3 choix. Nice, Lille et autre chose. Bon, j'ai choisi Nice parce que je me rapproche toujours de la mer, je ne sais pas pourquoi. Et puis c'est le sud. J'habite à Taouia, à côté de Roubane. Je vais au Brésil. C'est une suite logique. Donc, j'ai choisi Nice. Mais en plus, Sophia Antipolis avait une très belle histoire aussi. La faculté de droit de Nice. Donc, j'ai choisi celle-là et je suis allée dans le sud. Ok. C'était un peu ça. Du coup, ta terminale, tu l'as fait à Nice ? Non. On a sauté des étapes. Ok. Mon primaire, mon collège, terminale, Saint-Georges. Ok. Saint-Georges, Taouia. Ok. Puis après, baccalauréat, Saint-Georges. Première année, UNC Nango. Première année d'université. Après, j'ai repris la première année en France. Tu l'as refait, du coup ? Voilà. J'ai refait la première année là-bas en France. Ok. Jusqu'à l'obtention de ma licence. Et puis là... Tu as continué. Voilà. Pourquoi ils t'ont fait refaire la première année ? C'était pas par rapport à ce que vous apprenez ici et là-bas, c'était pas adapté ou bien ? Mais parce que c'était pas du tout adapté. Je pense que c'était pas adapté. En fait, ils m'ont pas fait reprendre. J'ai pas cherché à avoir des équivalences.
J'ai voulu reprendre parce que je me suis dit que ça allait être beaucoup plus compliqué pour moi. C'était deux sphères totalement différentes. Déjà, quand on parle de droit, il y a les législations en vigueur sur le territoire, deux territoires différents. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne tout à zéro. Ok. C'était un choix personnel, en fait. Ok. Et ça va là-bas, comment ça s'est passé ton intégration quand t'es arrivée? Mon intégration a été plutôt... Quand j'y pense, C'était dur? Oui, c'était dur. C'était il y a très longtemps, mais c'était un peu dur parce que à la base, j'étais quelqu'un d'assez timide. Donc, je suis arrivée, c'est un nouveau monde, totalement un nouveau monde. Et le Sud, on sait que c'est un autre monde aussi, voilà. C'est un autre monde parce qu'il faut préciser que le Sud, c'est très, très, très bourgeois. Okay. Surtout une université de droit. C'est une université d'élite. Donc, c'est un monde à part. Il fallait trouver son chemin. Il fallait se forger son caractère. Moi, les premières années, non. Les premiers mois ou les premiers trimestres, j'ai eu beaucoup de mal. Beaucoup de mal, en fait. Puis après, comme d'habitude... T'avais de la famille déjà là-bas? Oui, j'avais de la famille. J'avais une famille qui m'a très bien accueillie, qui a facilité tout mon parcours, et heureusement d'ailleurs. Puis après, il y avait la communauté guinéenne. Bon, moi, je suis du type, je vais vers toutes les communautés. Donc, je me suis fait des amis, c'est allé comme ça. Puis après... Tu t'es mélangé un peu dans la communauté guinéenne ou bien t'es plutôt resté dans ton coin? Dans toutes les communautés. Communauté guinéenne, j'y étais, un peu partout, mais vraiment partout. Ok. Et après, quand tu as eu ton diplôme, tu as poursuivi, qu'est-ce que tu as fait en France? T'es rentré directement après ton diplôme? Non. Après mon diplôme, j'ai eu à faire un stage en droit privé, justement, dans un cabinet d'une dame chez qui je vivais, une Italienne d'origine, Marita Viale. En fait, j'étais fille au père chez elle. J'étais nounou de sa fille et en même temps, elle m'hébergeait. Elle a accepté de me prendre dans son cabinet, donc j'ai fait ce stage-là. Puis après, comme le droit, comme je l'ai dit, je n'étais pas... Fait pour ça? Je n'étais pas faite pour ça. Je ne voyais pas forcément... Je savais que j'allais faire autre chose, forcément. Donc c'est là que j'ai découvert un autre monde. J'ai découvert un autre monde, le monde de la culture. Et pas le monde de la culture dans le va-vite, mais vraiment le monde de la culture en termes d'intermittent de spectacle. Et voilà, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y avait des troupes de danse et tout. Et moi, j'avais déjà eu à faire ça. J'ai pas eu beaucoup de mal. Donc, j'ai intégré une troupe de danse brésilienne. C'est là que j'ai découvert le monde du Brésil, en fait. Donc, ça, c'était ma petite expérience en France. Il y a eu l'année de... Il y a eu les études. Il y a eu le stage. Il y a eu la période culturelle. Puis après, je suis quand même revenue en Guinée. En Guinée, ok. T'es rentrée directement? Oui, je suis rentrée. Mais j'avais un objectif, en fait. Ok. Pourquoi t'es pas restée? Parce qu'il y en a beaucoup, en général, une fois qu'ils mettent les pieds en France, ils reviennent plus. Moi, j'avais un objectif. Parce que je voulais continuer au Brésil. Tu voulais? Continuer au Brésil. Ok. J'avais découvert le Brésil, j'avais aimé la culture brésilienne et même en termes de sociologie, anthropologie, je voulais en apprendre plus sur l'Amérique latine. Donc, mon but était vraiment aller au Brésil, y planter des racines, en fait. Pas que culturellement, mais sociologiquement. Okay. Donc, pour aller au Brésil... Tu voulais carrément t'installer là-bas? Ah oui, totalement. C'est toujours d'actualité. Ok, mais je comprends pas, parce que tu as grandi en Guinée, tu vas en France pour étudier, tu découvres la culture brésilienne, tu n'as jamais mis les pieds au Brésil et tu te dis je vais aller m'installer au Brésil. Oui, parce que moi je suis... Juste à partir de la culture. Je suis une citoyenne du monde. Plus tard, comme j'aime bien le dire, même le projet que je suis en train de faire, le Cosmo Festival, en fait, c'est pour parfaire mon dossier de master en anthropologie pour plus tard, en fait. Okay. Parce que c'est vraiment cette science-là qui m'intéresse. Étudier les cultures, les différents pays, et puis voilà. J'ai cette facilité-là. Mais moi, par exemple, aussi, je me considère comme un citoyen du monde, mais par exemple, je me dis pas, je vais aller vivre au Brésil alors que j'ai jamais mis les pieds là-bas ou au Venezuela. Donc, je sais pas, je me dis quand même, comment ça t'est venu à l'idée? T'étais jamais allé? Jamais, alors là pas du tout. Jamais, j'avais jamais entendu parler. Bon, si le portugais, je l'avais entendu. Je connaissais le Brésil de ce qu'on voit là.
Bon, après, je fais des recherches. J'avais fait des recherches, c'est comme ça que je vais m'en sortir, tout. Et heureusement pour moi, mon premier voyage, je l'ai très bien organisé parce que j'ai pris un forfait dans une école de langue portugaise, forfait de 3 mois sur Copacabana. Tu as 3 mois, ils te trouvent le logement, totale immersion. Voilà, une communauté. C'est comme ça, j'avais les ressources. Donc, je l'ai organisé comme ça. Ça m'a un peu facilité. Et après, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'il faut une certaine audace pour aller de l'autre côté. Mais moi, j'ai pas peur parce que je me dis, ce sont ces aventures-là qui te donnent de quoi parler demain. Et qui peuvent te permettre de faire des choses inédites. De l'expérience. Voilà, exactement. Donc, ma première aventure, c'était dans cette école-là. Le nom, c'était Rio and Learn, à Copacabana. J'ai rencontré de super belles personnes. Et c'est là que j'ai adopté la ville de Rio. Non, okay. J'ai choisi la ville de Rio. Voilà. Ok, on a juste à sauter l'étape. Après, tu es rentré en Guinée. Et du coup, comment ça s'est passé ton départ au Brésil? Je suis rentrée en Guinée direct. Dès que je suis rentrée, encore de l'audace. J'ai cherché sur Internet comment contacter l'ambassade du Brésil. Voilà, j'ai expliqué mon parcours. J'avais cette idée-là de faire le carnaval Brésil à cette époque-là. Donc, je l'ai proposé. J'ai rencontré l'ambassadeur qui était très surpris. Une Guinéenne qui aime le Brésil, qui veut aller dans ce sens-là. Il a accepté le projet. J'ai dit donc, dans ce sens-là, j'aimerais m'imprégner du pays et aller faire un premier voyage. Tout de suite, c'était oui. Parce que c'était une première. C'est quoi? C'est un visa qui t'accorde? Oui, c'est un visa. Okay. C'est un visa. Je crois que le minimum, c'est 1 mois, je crois. Et c'est facile d'avoir un visa pour le Brésil quand on est en Guinée ou toi, c'était vraiment exceptionnel? Moi, ça a toujours été exceptionnel. Toujours été exceptionnel. Et sinon, je ne pense pas que ça soit aussi facile que ça. Ça a toujours été exceptionnel. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai eu le visa. Et je suis allée. Et du coup, quand tu es allée au Brésil, comment ça s'est passé? Ah, ce premier voyage-là, il était super. Il était super parce que j'avais les ressources qu'il fallait. J'étais très indépendante dans la tête. Je voulais beaucoup apprendre. Tu as travaillé là-bas directement? Non, okay. Pas cette fois-ci. J'ai eu en tout... Bon, je serai à mon 6e voyage là au Brésil dans quelques jours. Donc, j'avais les ressources qu'il fallait. J'étais bien. J'avais fait des années en France. L'Europe, je voulais mettre ça de côté, je voulais découvrir autre chose et j'étais prête pour ce pays en fait. Donc encore une fois, c'est l'environnement. Je me dis, l'environnement fait tout. Quand tu tombes sur les bonnes personnes, ça te propulse en fait. Et j'ai toujours eu cette chance-là. C'est vrai qu'il y a toujours les mauvaises personnes qui sont les mauvaises ondes. Mais les bonnes personnes, ne serait-ce qu'une seule parmi 5 mauvaises personnes, ça fait tout. Je suis allée dans cette école-là, j'ai rencontré de super bonnes personnes, bonnes relations. En fait, c'était quoi le programme? Par exemple, par semaine, vous aviez 3 visites de sites touristiques. De sites touristiques ou de sites naturels. Donc, c'est comme ça que tu apprends un peu petit à petit sur la ville de Rio de Janeiro et dans les alentours, les îles à côté. Par exemple, le Cristo Redentor, le Christ qui est la statue, là. Voilà. Tu as le pain de sucre, la montagne, le pain de açúcar. Là-bas, par exemple, tu apprends que tu as le premier téléphérique qui a été créé au monde, qui a été fait par les Allemands. Okay. Donc, pour visiter, tu le fais sur le téléphérique. La ville de Rio de Janeiro, je ne l'oublierai jamais dans ce sens-là parce qu'elle m'a marquée. Voilà. Après, j'en ai fait d'autres villes, chacune a sa particularité, mais celle-là, par contre... Et c'est quoi la différence entre la France et le Brésil qui t'a marqué? Je ne dirais... Même sur mon profil Instagram, il est marqué le drapeau de la Guinée, de la France et le Brésil. Parce que je ne peux pas comparer les 3. Je ne peux pas les comparer, je ne peux pas dénigrer. Mais ils sont tous différents. La France que moi j'ai connue. Déjà, même pas que la France que j'ai connue, mais la France c'est la France artistique, culturelle. Qui a une histoire, qui est imprégnée, qui est là. Voilà. On ne la touche pas. La France, c'est l'art. Le Brésil, c'est la culture, mais la culture qui s'exprime. Voilà.
Ok. La France, elle murmure. Le Brésil, il crie. Voilà, c'est ça. Je définirais un peu les deux par ça. Tandis que la Guinée, elle parle avec douceur. Voilà, c'est les trois, mais trois pays de trois continents différents, mais chacun Une particularité. a une particularité que tu ne peux pas oublier. Ok. Et du coup, au Brésil, t'avais des projets professionnels à part ou qu'est-ce que tu faisais là-bas? Bien sûr. Cette première phase d'immersion-là, je me suis intégrée avec le portugais, la langue portugaise. Mais après, je suis revenue au Brésil et pas à Rio de Janeiro. Comme je le dis, Rio de Janeiro, je l'ai choisi. Sao Paulo, je me suis imposée. Je suis allée à Sao Paulo. C'est à Sao Paulo que j'ai fait à peu près 2 années. Dans la ville de... Bon, en portugais, on dit São Paulo. À São Paulo, là-bas, j'ai enseigné le français. J'ai non seulement continué les cours de portugais, mais moi, j'ai enseigné le français au portugais. Tu étais maintenant professeur de français. Exactement. Et cette ville-là, par contre, Sao Paulo, je me suis imposée cette ville, mais après, elle ne correspondait pas forcément à mes standards parce que Sao Paulo, c'est Paris de la France. Voilà. C'est la grande métropole, tu n'as pas beaucoup de diversité. Ils sont à fond dans la street art et ils sont beaucoup rock and roll, carnaval, hardcore. C'est un peu ça. C'est la fête, quoi. Oui, c'est la fête. Après, la ville de Sao Paulo, elle est vaste. Elle est très, très, très vaste. Je pense qu'elle fait 21 millions d'habitants. Ok. Très, très, très vaste. Tu peux vivre à Sao Paulo pendant 2 ans, tu ne vois pas ton meilleur ami. Juste à Sao Paulo, on a 21 millions d'habitants. Juste à Sao Paulo. C'est beaucoup plus que toute la Guinée. Toute la Guinée, c'est incroyable. Tu as des quartiers à Sao Paulo, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité pendant des années. Ça existe là-bas. Et par contre, dans cette ville-là, je me suis retrouvée un peu seule parce que, comme je dis, c'est le Paris du Brésil. Sao Paulo, les gens ne sont pas forcément très ouverts. Donc, on vivait dans une... Comment ils appellent ça? Dans une república. República, ce sont des maisons. Par exemple, 2 maisons collées avec des chambres... Non, des chambres individuelles et des salles communes. Ok. Ce qui est bizarre là, normalement en France, tu ne retrouves que des étudiants dans des trucs comme ça. À Sao Paulo, tu peux avoir un ingénieur de 50 ans, un homme marié, sa famille, dans l'autre chambre. En fait, tu as tout type de personnes. Qui se mélangent là-bas. Qui se mélangent. Donc, ça te fait un environnement et chacun est cloîtré dans sa chambre. Ça change beaucoup. Et c'est là que j'ai connu aussi l'insécurité. C'est vrai qu'on parle d'insécurité au Brésil, surtout à Rio. Mais Sao Paulo, j'ai eu beaucoup plus peur parce que je suis restée beaucoup plus longtemps. Et je l'ai un peu vu, parce que rien qu'à vouloir aller à la piscine municipale, tu te fais suivre par des hommes qui te regardent pendant des heures. C'est un peu effrayant. Donc moi, mes colocataires, ils m'ont conseillé à partir de 18h de rester à la maison en tant que jeune femme, surtout noire. Ok. Donc voilà. Et comment tu te développes en tant que femme noire dans cet environnement-là, au Brésil? Il faut savoir que c'est... Il y a du racisme aussi là-bas, Oui. par exemple? Oui, il y a du racisme, mais... Il y a du racisme. Encore une fois, moi je me dis, il y en a assez qui se passe dans la tête. Parce que moi, face à un raciste, je me dis, ce qu'il me donne, je le prends à 30%. Voilà. J'ai vécu du racisme, mais quel type de racisme? Pas du racisme flagrant. Par exemple, du racisme dans les magouilles, dans le chantage. Quand tu veux acheter quelque chose, quand tu es noir. Ou par exemple, s'il y a quelque chose même avec tes colocataires simples, ils peuvent voilà, tout le monde peut décider d'aller manger quelque chose, mais on dit, mais est-ce que toi tu connais ça? Ça existe en Afrique, tu es sûr que tu vas aimer? Tu vois un peu. Après, je me dis que peut-être ils ne savent pas. Ils savent pas. Donc pas exprès. Voilà, je peux pas les juger dans ce sens-là. Mais sinon, en tant que femme noire, il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi. Il y a le mythe de l'homme noir au Brésil, le mythe de la femme noire. Le mythe de la femme noire, c'est quoi? C'est la femme esclave, on est bien d'accord. L'homme noir, c'est l'homme esclave grand, donc voilà, viril. La femme esclave, c'est la
femme qui suscite beaucoup d'engouement. Donc, il y a beaucoup de regards. Beaucoup de regards, on s'approche beaucoup de toi. Et si tu fais... il faut faire attention, il faut faire très, très, très attention. Et c'est un peu ça qui m'a un peu déplu à Sao Paulo, parce que j'étais pas aussi libre que ça. Il fallait que je reste carrée. Il fallait que je pouvais pas me laisser aller comme je voulais, c'est-à-dire sortir, revenir à des heures auxquelles je voulais. Mais par contre, là-bas aussi, comme colocataire, j'ai rencontré de super bonnes personnes qui m'ont guidée, qui m'ont tenu la main. Et en tant que... les collègues, ils étaient top. Parce qu'ils venaient... Tu travaillais dans quoi là-bas? J'enseignais le français. Ah, au moment où t'enseignais encore? Voilà, à l'IFESPI. Eux, ils venaient de tous les horizons. On avait des Guatémaltèques, on avait des Camerounais. Donc, il n'y a pas de jugement. Alors là, pas du tout. Et vous avez affaire à des Portugais qui veulent aller s'installer en Europe. Donc, là, on dit que c'est un monde. C'est un monde. C'est une planète Terre. Donc, là-bas, il n'y a pas de jugement. Les pauses déjeuner, on les faisait ensemble. Je dirais que c'était mes plus beaux moments. Après, il fallait rentrer. Tu rentres et puis après, tu es coupé du monde. Tu ne peux pas sortir parce que j'avais peur. Et mes parents me disaient, fais attention, on a appris qu'il y a ça. Et il y a un truc qu'il faut savoir au Brésil, c'est que, par exemple, je sais pas, il ne faut pas que je dise des bêtises, mais quand il y a une émeute, la police a le droit de tirer sur tout. Donc, il suffit juste que tu te retrouves au mauvais moment, au mauvais endroit, et c'est pas bien. Tu peux mourir pour rien. Mais pour rien. Et la plupart du temps, ça se passe dans les métros, devant les centres commerciaux, les endroits bondés. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a des zones comme ça là-bas. Où c'est chaud. Oui. Et du coup, après, t'as décidé de rentrer en Guinée? Après le Brésil, à chaque fois, je rentre en Guinée. Là, t'es là spécifiquement, en fait, pour ton festival. Cette année-là, c'est mon festival. Je vais dire les 2 ans là, c'était mon festival. C'était vraiment mon festival. Mais par contre, quand je suis rentrée en Guinée, j'ai enseigné directement à l'école américaine. À l'école américaine, j'étais prof de français langue étrangère. Ok. Puis après, j'ai eu à créer la Maison Lotus. La Maison Lotus, c'était ma première entreprise. C'était comment je vais appeler ça? Un club d'activité périscolaire pour enfants. Lecture, écriture, culture générale. On faisait des ateliers aussi de cuisine, pâtisserie, de jardinage. Donc, on était situé à Taouya. Et donc, c'était assez animé. Donc, c'est après l'échec, j'ai su tenir... Je ne connaissais pas le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, pardon. Donc, c'était un très, très, très beau concept parce qu'à l'intérieur de la Maison Lotus, j'avais une bibliothèque aussi. Et voilà, j'ai toujours aimé les enfants, l'enseignement, donc j'étais dans mon monde. Mais n'est pas entrepreneur qui le veut. Pourquoi tu as voulu devenir entrepreneur déjà? Pourquoi j'ai voulu devenir entrepreneur? Parce que, en fait, j'aime beaucoup de choses. Et je me dis que j'ai la facilité ou la faculté de réunir toutes ces choses-là en un. Si je les réunis en un et que je veux travailler pour quelqu'un, on va me dire que tu es folle. Mais s'ils sont tous là et que je les propulse par moi-même, c'est que ça va. En fait, c'était tu voulais ta liberté. Toujours. Mais au final, tu considères que tu es libre en tant qu'entrepreneur quand même? Oui. Je suis libre. Je ne dirais pas que c'est facile. Alors là, pas du tout. Ce n'est pas du tout facile d'être entrepreneur. C'est beaucoup plus difficile d'ailleurs d'être entrepreneur. Parce que les échecs, tu les comptes par dizaines. Ce qu'on ne sait pas. Tu n'as pas forcément d'argent. Peut-être c'est après de longues expériences que tu peux dire « Ok, enfin, je vis de ce que j'ai créé. » Par exemple, la Maison Lotus, au début, ça n'a pas forcément... Au début, ça a marché, puis ça a été latent, puis j'ai préféré arrêter pour mieux recommencer. Donc, ça fait partie du Cosmo Festival d'ailleurs, et puis voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai voulu être entrepreneur. Entrepreneur, pourquoi encore? L'enseignement, l'éducation, l'apprentissage, être au contact des enfants, la culture générale en gros. Donc voilà, moi c'est ça, c'est un peu ça mon monde.
Ok. Et comment tu t'es développé en Guinée après? J'ai eu une idée. Après de longs mois de galère, bon, j'étais en convalescence, j'étais dans mon lit d'hôpital. Je me suis dit, mais attendez, je suis là, j'ai beaucoup d'idées dispersées, mais je ne peux pas avoir tant d'idées, ne pas les mettre à disposition et surtout ne pas gagner ma vie dans ça, c'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une structure qui me manque, il y a un squelette qui n'est pas là. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qui t'émerveille le plus de tout ce que tu as vu, qui te tient à cœur? Je dis, ce qui m'émerveille, c'est peut-être les organisateurs de festivals, parce que je les trouve très audacieux, très courageux. Pendant des mois, tu te bats pour réunir plusieurs personnes. Tu acceptes plusieurs refus, mais au final, tu es là quand même. Et quelquefois, c'est des échecs. Et tu as des critiques. Des critiques physiques sur les réseaux sociaux, ça fuse. Je me suis dit, ok, festival, d'accord. Mais festival de quoi? D'abord, j'ai pensé au festival du vintage. Lol. Parce que j'aime bien le vintage, le monde rétro. Je me suis dit, alors là, toi, tu vas vers un autre échec. Après, je me suis dit, attends. Festival peut-être de la culture brésilienne. J'ai dit, ah non, ça déjà, on sait, tu aimes la culture brésilienne, mais là, c'est assez spécifique, c'est restreint. Mais pourquoi pas un festival des cultures du monde? Alors là, je me suis dit, waouh, je pense que j'ai eu l'idée de ma vie, parce que moi, j'appelle ça, le Cosmo Festival, c'est le projet d'une vie. Et c'est dans le Cosmo Festival, Festival des cultures du monde, que instantanément, j'ai pu structurer le côté éducatif par la mini-culture générale, concours éducatif, ainsi de suite. Tu as le Brésil, la petite histoire sur laquelle je reviendrai, le Brésil et Bokeh, ainsi de suite. En fait, j'ai pu tout cadrer de tout ce que j'avais fait avant dans ce projet-là. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Et comment ça s'est passé l'organisation de ce festival? D'abord, l'organisation, il faut savoir que moi, ça fait 2 ans que je suis là-dessus. Mon équipe, ça fait 1 année. L'organisation seule, d'abord, j'ai eu l'idée. L'idée, comme d'habitude, à la seconde où j'en ai parlé à mon père, il m'a dit OK. Je lui ai dit, c'est toujours OK. Et on travaille dessus pendant des heures. Seule, je l'ai fait, monté, voilà. Et plus j'avançais, plus j'avais les lignes qui apparaissaient, je me suis dit OK. Première édition, parce que je voyais les gens qui faisaient des festivals, il y a toujours une première édition. Ça serait bien qu'il y ait un pays. Je dis, Déborah ne va pas plus loin, le Brésil. Mais si le Brésil, c'est qu'il y a une ville. Ne va pas loin, tu viens de Bokeh. Ah, et puis, d'ailleurs, le Brésil a une histoire avec Bokeh. Il se trouve qu'il y avait un jumelage de la ville de Salvador et de Bokeh en 2013. Je peux réitérer ce jumelage-là. C'est quoi ce jumelage? Le jumelage des villes de Salvador et de Bokeh Bahia. En fait, pour l'histoire, c'est quoi? Il faut savoir que la ville de Salvador de Bahia au Brésil, c'est la ville la plus noire hors Afrique. 90% de la population est noire. Parce que c'est la ville qui a reçu le plus d'esclaves noirs venant la plupart de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a des Cap-Verdiens, des origines du Cap-Vert, du Ghana, de partout, et surtout de la Guinée. Okay. Et de Bokeh principalement. Et eux, ils le savent. Il y en a qui le savent ici. C'est dans ce sens-là que le premier jumelage avait eu intention de faire le jumelage. Jumeler les 2 villes, c'est-à-dire par la suite mettre en place des actions concrètes en faveur des 2 localités. C'était un peu ça. Donc je me suis dit, il n'y a pas mieux placé pour réitérer ce jumelage-là. Parce qu'en termes de collectivité locale, je tiens beaucoup à mes racines. La culture brésilienne, j'y tiens beaucoup. Et si j'essaie de rapprocher ces 2-là, à travers ce projet-là, donc c'est comme ça que c'est venu. Aussitôt, les facilités sont... J'ai présenté le projet à l'ambassade. J'ai écrit, voilà, je veux faire du Brésil pays à l'honneur, J'ai été reçue. Je remercierai jamais ce monsieur-là, l'ambassadeur Antonio Carlos, parce qu'il a répondu à la seconde. Dès que je lui ai dit, il m'a dit, OK, vous avez découvert Rio de Janeiro, d'accord, Sao Paulo, d'accord. Je vais faire de telle sorte que la ville de Bahia vous adopte. Il m'a donné des contacts de Bahia.
du bureau de la coopération de Baïa, de la mairie, ainsi de suite. Je suis allée à Baïa. C'était très bien. J'ai été très bien reçue. Et à Baïa, ils étaient au courant. Ils étaient au courant, mais malheureusement, les archives, ils n'avaient pas d'archives parce que même à Conakry, à Bokeh, il n'y en avait pas. Je reviendrai sur cette histoire-là. Donc, j'ai exprimé mon désir de réitérer le jumelage Bokeh-Baïa. Ils ont présenté le projet à la mairie, il a été validé. Il a été validé, ça c'était pour l'année passée, pour le Cosmo Festival, et ils ont aussi exprimé leur besoin, enfin, exprimé leur engouement à participer au festival à travers une délégation. Je suis revenue ici. Quand tu quittes Salvador, logiquement, tu vas voir Bokeh. Je suis allée à Bokeh, j'ai fait une quête d'archives. On est allé partout pour chercher les archives. Il n'y avait pas. Apparemment, l'année du jumelage, la mairie avait brûlé une histoire comme ça, donc il n'y avait pas d'archives et tout. Donc, à Baïa, ils nous ont dit, malheureusement, on refait le jumelage. C'est comme s'il n'y avait rien. C'est un mal pour un bien pour moi, j'ai envie de dire. Donc, c'est un peu dommage, mais ça va. Donc, c'est dans ce sens-là que, voilà. On va refaire le jumelage de Bokeh-Baïa pendant le Cosmo Festival. Ok. Voilà. Et après, c'était quoi les difficultés que tu as rencontrées dans l'organisation? Le risque qu'on a quand on est festivalier, c'est que on arrive avec les rêves plein la tête. Et facilement, si on n'a pas un mental dur, on peut se retrouver avec des rêves brisés. C'est-à-dire, on se décourage. De bureau en bureau, on nous dit, mais c'est pas facile, c'est pas faisable. Ça demande trop, tu pourras jamais le faire en si peu de temps. Laisse tomber. Ou il y en a même qui m'ont dit, mais attends, tu te cramponnes à ce truc-là, mais pourquoi? Ça va te rapporter quoi? Laisse tomber. Et en fait, au début, quand je suis sortie, j'ai coulé une larme, et puis j'ai rigolé, je me suis dit, voilà, si ça s'est dit, c'est que ça veut dire que c'est fait pour moi, donc je vais le faire. C'est comme ça que je pense que les gens doivent réfléchir. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a aucune barrière qui existe. Soit c'est pas le bon moment, le bon timing, mais c'est toujours faisable en fait. Ok. Et tu penses que du coup la culture c'est important dans un pays? Parce que moi j'ai pas l'impression que ici c'est beaucoup mis en avant. La culture est le socle d'un pays. La culture est le socle, est censée être le socle d'un pays. La Guinée est tellement culturellement riche qu'il faut se déplacer à l'intérieur du pays déjà pour voir. Parce que moi, j'ai eu à... Par exemple, je le fais souvent, très 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 souvent. Je me déplace, je vais voir les sites naturels, mais c'est incroyable. C'est incroyable ce que tu découvres du patrimoine historique, immatériel, matériel, de tout ce qu'on a. C'est-à-dire des us et coutumes et traditions qu'on a. Même les sites naturels qu'on a, c'est incroyable ce qu'on a en Guinée. Et ça, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique entière, elle le sait. En termes de culture, la Guinée est précurseur en Afrique et dans le monde aussi. A été, mais est-ce qu'elle l'est toujours? Dans certaines contrées, oui. Par exemple, au Brésil, on sait que la Guinée est culturellement très élevée. On le sait. Et je me dis, il y a dans certaines... Oui, dans certaines contrées, pas comme avant, mais oui, on le sait. Et je pense que nous sommes sur une lancée aussi qui donne beaucoup d'espoir, qui donne énormément d'espoir, parce qu'il y a des visions qui sont là. Il y a des visions de réalisation qui, dans quelques années, qu'on va avoir, qui vont permettre de mettre la Guinée sur une échelle culturelle mondiale. Par exemple, le slogan du Cosmo Festival, c'est faire de la Guinée une des tribunes de la diversité culturelle mondiale. Donc, si je prends cet événement comme exemple, dans quelques années, une édition, 2, 3 éditions, je dirais que j'ai servi mon pays culturellement. Ok. Ton but, c'est de continuer sur une longue période, quoi? Mon but est de faire de la Guinée une des tribunes de la diversité culturelle mondiale. C'est-à-dire que le monde se retrouve en Guinée. Que la Guinée soit le rendez-vous mondial du brassage culturel, de la diplomatie culturelle, de l'échange social, de la paix, de la cohésion, chaque temps de l'année. C'est ça mon but.
pendant 10, 20, 30 ans, voire. Ok. Et au-delà de ça, en Guinée, pour une femme, c'est dur de se développer. Comment toi, t'arrives à te battre avec tout ça? Au début, j'étais très sensible à cela. Parce que je me disais, mais c'est moi le problème. Pourquoi? Parce que quand c'est mon collègue, ça passe. Mais moi, il y a des sensibilités, ça dérange. Mais non, je pense qu'il faut être très diplomate. J'ai appris à être très diplomate. Au début, j'étais très, très, très à fleur de peau. Très à fleur de peau parce que je me disais que les jugements étaient basés sur le genre. C'est le cas d'ailleurs, on ne se ment pas. Mais quand on est dans ce type de milieu-là, je pense qu'il faut apprendre à être diplomate et à gérer les choses à son avantage surtout. Et à voir sur de long terme, mais tout en gardant sa dignité. C'est très important. Parce que tu as un projet. Il faut qu'on puisse dire de toi, dans 2, 3 ans, ah c'est là, bon, je l'ai connu, mais je l'ai connu de la bonne façon. Ça, c'est bien. Donc, c'est un peu comme ça que je m'en sors. Je le mets au présent parce que même là, ça se passe, c'est comme ça que je m'en sors. Même demain, ça sera le cas aussi. Ok. Et du coup, avec l'organisation du festival actuellement, ça va, c'est sur une bonne voie, ça doit se passer bientôt. Normalement, parce que j'ai déjà eu à repousser le Cosmo Festival, vu la signature de la convention. Normalement, le Cosmo Festival est prévu du 1er au 5 novembre, Conakry, 2 jours, après la délégation internationale, le 3 aux îles, puis après Bokeh, 2 jours, pour les Brésiliens, pour la signature du jumelage de Salvador et Bahia. Ça se passe bien. Ce qu'il faut préciser, c'est que maintenant, je ne suis plus seule. Le groupe Lotus qui initie le Cosmo Festival n'est pas seul parce que il y a 3 mois, nous avons signé une convention avec le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Donc, ce qui fait que nous sommes tripartitement liés. Chacun ses prérogatives, chacun apporte quelque chose. Et donc, ce qui fait aussi de cet événement-là quelque chose d'assez institutionnel. Et du coup, avec tout ce que tu as pu faire dans ton parcours là, si on devrait reprendre tout de zéro, il y a des choses que tu aurais fait différemment? Je me dis, si j'en suis là, c'est que tout ce que j'ai fait était prévu pour que je sois là. Et en fait, je suis un processus de vie normal. Maintenant, si j'avais le choix, on va dire, si on avait un magicien qui était là avec, oui, c'est sûr que j'aurais voulu changer certaines choses. C'est sûr que j'aurais voulu faire des études d'anthropologie culturelle, par exemple. Parce que ça m'aurait... Peut-être que là, maintenant, j'en saurais un peu plus sur le thème entrepreneurial que j'ai choisi actuellement. Mais voilà. Je suis satisfaite de mon parcours. Il n'est pas parfait. Alors là, pas du tout, il n'est pas parfait, mais je suis satisfaite de moi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Me souhaiter de continuer à être aussi persévérante que je le suis au quotidien, parce que ce n'est pas facile. Quelquefois, je me découvre un courage que je ne connaissais pas. En fait, plus j'avance, plus je me dis, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Et ça fait peur quelquefois. Je me dis, j'ai peur. Les membres de mon équipe, ils me disent, mais il y a un problème. Vous n'avez pas peur? C'est pas que j'ai pas peur, c'est que j'y crois en fait. Et tout y est. Quand tu as la foi en quelque chose, tu sais que ça va se passer de la plus belle des manières, quitte à ce que je rate la première édition, mais que la cinquième réponde exactement au slogan que j'ai attribué à l'événement, c'est-à-dire propulser la Guinée, c'est que j'ai réussi. Donc j'y crois. Tout simplement. C'est ça ma motivation. Et la foi, le courage, la persévérance, j'invite tout le monde à aller dans ce sens-là. Ce n'est pas facile. Il y a des embûches, on vous ferme des portes au quotidien, mais ne baissez jamais les bras. Pour ce que vous avez en tête, en fait. Ok. Il y a beaucoup de jeunes, que ce soit en Guinée ou partout dans le monde, qui se battent aussi pour accomplir leurs rêves. Toi, si tu devrais leur donner un conseil, ça serait quoi? Je veux parler à la Déborah qui a quelques années en moi. Ce que je vais lui dire à cette jeune femme-là, la première idée que tu as eue en tête,
la première idée que tu as eu en tête, c'était la bonne, en fait. C'était la bonne. Tu te retrouves avec elle quelques années plus tard, mais c'était la bonne. Votre premier objectif, il n'est pas dans vos mains ou dans votre esprit de manière anodine, non. Parce que je crois en la vision, je crois en ce qui est prévu. C'est que vous êtes fait pour ça. Après, il y a des éléments autour qui vont peut-être décourager, vous affaiblir. Et ces éléments-là aussi ne sont pas à blâmer. Parce qu'en général, il y a les parents et il y a la famille. Les parents, la famille voient le risque. Ils voient le risque, ils voient peut-être l'échec et ils ont peur. Parce qu'il y a les sentiments qui sont là. Ils ne sont pas à blâmer. Mais ne laissez pas tomber. Ne laissez pas tomber. Foncez, foncez, foncez. Si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez plus tard et tout va très bien se passer, surtout. Et n'en voulez surtout pas aux personnes qui vous ont dit non. Mais je suis désolée, elles ne sont pas dans votre tête, vous n'avez pas la même vision. Elles n'ont pas vu ce que vous avez vu. Donc voilà. C'est vrai. Tu aurais un mot à dire pour la fin ? Ce que j'aimerais dire, c'est que, alors déjà, c'est mon premier podcast, j'ai passé un très bon moment, très 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 bon moment, et je trouve que ce type de contenu est très 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 adapté parce qu'il est fluide, il permet d'apprendre facilement, sans difficulté, d'avoir des visions d'expérience, des bouts de vie des gens, et ça me plaît beaucoup. Parce que comme je te l'ai expliqué, j'en ai vu, j'en écoute. Et déjà pour cela, merci. Merci de m'avoir fait partager ce moment. Et j'encourage chacun à faire ce qu'il a envie de faire. Essayez quand même. D'essayer. Vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas bête, vous n'êtes pas... Parce que moi, toute ma vie, c'est ça. Tu es bizarre, tu es rêveuse, tu es dans les vapes, tu es dans les nuages. Non, vous êtes juste unique en fait. Et quand on est unique, c'est qu'on a une vision. On est là pour accomplir quelque chose. On a tous ce trait de caractère-là. Donc, j'encouragerai chacun à aller dans ce sens-là. Ne baissez pas les bras. Soyez ambitieux. Voilà. Et j'ai passé un très bon moment encore une fois. Et merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup. J'espère que ton parcours il va servir à inspirer d'autres jeunes. J'espère aussi. Et on se dit à bientôt. À très bientôt. Ce contenu est produit par Starter Productions. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Productions, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables, tels que les mariages, Starter Events est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.